Cosmopoly. 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 Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode de Cosmopoly. Alors, avant de vous présenter le thème et les invités du jour, je vous propose d'écouter ce court extrait sonore. Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Et voilà, les plus cinéphiles d'entre vous auront sans doute reconnu le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, et la voix synthétique de Hal, un ordinateur qui refuse d'être déconnecté et qui choisit de sacrifier un humain pour le bien de sa mission. Alors en 1968, à la sortie du film, ça faisait un petit peu froid dans le dos, et aujourd'hui, près de 60 ans plus tard, on a toujours peur, mais pour de vrai. Car l'intelligence artificielle est arrivée à un tel niveau de performance qu'elle remet en question le rôle de l'homme sur cette petite planète, en particulier dans le monde du travail. Mais c'est également une avancée technologique qui va permettre des progrès significatifs, notamment en matière de santé. Alors, chance ou menace, on en parle dans cette émission. Avec vous, Elisabeth Margue, ministre chargée des médias et de la connectivité. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Fateh Amroun, vous êtes ingénieur, enseignant et spécialiste de la transformation digitale. Bonjour. Bonjour. Et Geneviève Villette, vous représentez la Chambre des salariés. Avec vous, on va évidemment parler un peu plus de l'emploi. Merci d'être là. Bonjour. Morgane de Rire, vous ne calculez pas lorsqu'il s'agit de faire rire et je crois qu'on en aura bien besoin aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je n'oublie pas mes chers collègues de la rédaction de RTL Info, Caroline Deplane et Romain Van Dijk. Salut. Salut. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une question courte et une réponse courte, et là je vais m'adresser à tout le monde. Un rapide tour de table sur la perception générale que vous avez de l'outil IA. Alors est-ce que vous êtes plutôt dans la team en profiter ou dans la team s'en méfier ? Je commence par vous, Geneviève. Alors oui, mais avec beaucoup de réserves et faut que ce soit bien encadré. En profitant certainement parce qu'il y a plein d'opportunités, bien qu'il faut un cadre. D'abord en profiter. Oui. Fateh. Alors moi, c'est plutôt le pragmatisme, en fait. Ça ne sert à rien d'en avoir peur ou d'être trop excité. En fait, il faut faire avec, il faut la comprendre. Morgane. Moi, j'ai une réserve quant aux conditions écologiques de l'IA. Ah, donc, tiens. J'évite de trop l'utiliser si je peux éviter. Voilà. Un peu de conscience. Caroline. Moi, je suis plutôt team opportunité dans les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup. Ouais, j'imagine. Ah, et Romain, Moi, je suis de la team flippée par l'IA. Team flippée, justement, ça tombe bien, Romain Van Dijk, l'une des plumes de la rédaction de RTL Info et une plume qui pèse son poids. Quand je vous ai proposé de participer à cette émission, Romain, j'étais persuadé que vous alliez faire un billet sur la musique. Car oui, vous êtes un fan de musique, un fin mélomane. En tout cas, je ne vous ai jamais vu vous trémousser sur un morceau de Jul, comme par exemple Caroline Deplane. Ah bon? Non, je balance, mais c'est pas vrai. Je vous ai jamais vu vous trémousser, ne serait-ce que sur aucune note de musique. Mais vous aimez Jul? Faites gaffe. Est-ce qu'on doit parler de nos préférences ici, comme ça? Non, vous n'êtes pas obligé, Caroline. Eh bien non, il n'y a pas que dans le domaine de la création musicale que l'intelligence artificielle vous donne des angoisses. Romain, le micro est ouvert. Profitez de cette thérapie de groupe. Voilà pourquoi j'attends et je redoute à chaque fois tes lancements. Bon, ça tombe bien que tu m'invites à cette émission, Jérôme, parce que j'ai un problème et j'espère que les invités vont m'aider. Je crois bien qu'à 42 ans, je suis en train de virer jeune réac de l'IA. J'en suis au point où j'ai émis envers l'IA une sorte d'ordonnance d'éloignement. Dès le début, quand ChatGPT m'a proposé de générer un starter pack façon emballage de jouets avec ma tronche, j'ai dit merci, mais non merci. Et même aujourd'hui, j'aurais pu demander à Gemini de cloner ma voix et mon texte parce que ça vous aurait évité de subir mes reniflements et ma voix nasillarde. J'ai le rhume des foins. Mais vous savez quoi? J'assume mes reniflements. Mais voilà, l'IA me propose d'être mon assistant personnel, mon médecin, mon électricien, ma femme idéale et mon psy, et je refuse ses avances.
Du coup, ça m'inquiète parce que si je prends pas ce train de l'IA en marche, est-ce que du poil va commencer à me pousser aux oreilles? Vous ne tiendrez pas longtemps, Romain, je crois. Est-ce que j'avais envie de porter des charentaises aussi? Surtout, il ne faut pas croire, hein, pendant longtemps, j'étais un vrai technophile. Je suis né dans les années 80 quand même. Donc, j'ai sauté au plafond quand mes parents ils ont acheté le premier PC familial. J'ai branché un des tout premiers modems. Vous savez, celui qui faisait un bruit de robot un peu asthmatique comme ça. R2D2 un peu. Voilà. J'ai participé au premier forum de discussion type MySpace et puis aux premiers réseaux sociaux qui nous promettaient que les humains allaient enfin communiquer et s'entendre à l'échelle planétaire. Qu'est-ce qu'on était naïfs. Mais là, le train de l'IA est en train de tout révolutionner et moi, je préfère rester à quai. Je ne le sens pas. Pour moi, l'IA, c'est l'innovation de trop. Souvenez-vous, encore hier, on rigolait quand on voyait l'IA générer difficilement un espèce de Will Smith un peu épileptique en train de manger des spaghettis. Aujourd'hui, Will Smith, il doit se donner des claques lui-même en train de se demander s'il a vraiment mangé ses spaghettis. L'IA fait des bonds de géant chaque jour et lorsqu'on scrolle, notre cerveau n'a plus qu'une question en tête. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est généré par l'IA? Et rien que ça, c'est une menace inédite. Car ça fragilise un des socles de nos sociétés, la confiance. Quand tout peut être falsifié, généré, cloné de façon bluffante, à quoi on peut encore se fier? Moi, je souhaite bon courage aux policiers, aux juges, aux enseignants, aux confrères journalistiques et tant d'autres métiers qui vont devoir faire le tri dans cette avalanche de deepfake. Alors oui, je sais, l'IA a aussi ses bons côtés. L'IA pourrait remplacer l'humain dans les domaines où il est trop souvent défaillant. On en parlait tout à l'heure. Hein. Si l'IA prenait le volant de nos voitures, il y aurait certainement moins d'accidents. Et puis quand on est raisonnable, quand on est par exemple un artisan créatif, un cinéaste, désargenté, quand on est chercheur et qu'on veut profiter d'une baguette magique pour analyser une montagne de données, l'IA est simplement miraculeuse. Mais ça, c'est pour moi l'exception qui confirme la règle. L'humain n'est pas souvent enclin à faire un usage raisonnable du progrès technologique. Des exemples, il y en a des milliers. On peut parler de Grok, l'IA développée par Musk et qui, surprise, s'avère aussi dangereuse que son propriétaire, avec une modération quasi inexistante, ce qui a permis à des pervers et des pédophiles de s'en donner à cœur joie, en dénudant femmes et enfants à partir d'une simple photo. Il y a aussi les arnaques, les usurpations d'identité, les fausses petites annonces, le harcèlement. L'IA, actuellement, c'est le Far West, pour le plus grand bonheur des brutes et des truands. Je peux aussi vous parler d'un réseau social, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être vous, Multbox, qui est réservé aux IA. Donc les humains y regardent et les agents IA discutent entre eux. Et en quelques jours, il y a eu 1 million d'agents IA qui ont commencé à parler de la pluie et du beau temps, à créer des religions, à excommunier d'autres agents IA. Je trouve ça fascinant, mais en même temps terrifiant. Et puis j'ai aussi une pensée pour les doubleurs de cinéma, les musiciens, les graphistes et autres Miyazaki du studio Ghibli qui subissent l'un des plus grands pillages de l'histoire de la culture, un véritable viol du droit de propriété artistique que rien ne semble pouvoir endiguer. Enfin, l'IA pose pour moi une question existentielle. Est-ce qu'elle nous rend meilleurs ou est-ce qu'elle nous abrutit ? Parce qu'elle peut presque tout faire à notre place, l'IA. Donc, est-ce qu'elle n'encouragerait pas un peu la paresse intellectuelle, la perte de créativité, d'analyse, comme des muscles qui s'atrophient quand on ne s'en sert plus ? Tu as eu plusieurs témoignages en ce sens dans un micro-trottoir ce matin, Jérôme. Mais je ne sais pas si vous avez entendu cette anecdote. En France, il y a un élève qui a rendu une rédaction sur la préhistoire avec Louis XIV dedans. Donc, il avait copié-collé une réponse générée par l'IA. Bon, vous allez me dire, le problème, c'est peut-être plus l'élève que l'IA. En tout cas, moi, je m'interroge. Ça devait être Grok. Peut-être Grok. En tout cas, moi, je m'interroge. Est-ce que l'IA est nécessaire ? D'un point de vue historique, je pense que c'est superflu. Est-ce qu'on pourra y échapper ? Rien n'est moins sûr. Mais je reste ouvert, j'espère me tromper, et que vous prouverez aux jeunes réacs que je suis que l'IA va permettre aux humains de progresser et faire preuve d'un peu plus d'intelligence naturelle. Merci Romain. Je me demande rétrospectivement si on ne va pas vous rajouter une cravate avec l'IA aujourd'hui, parce que en fait c'est la première fois, c'est une première dans Cosmopolis, c'est la première fois qu'on accueille une ministre en exercice. On se mettra des fausses cravates avec l'IA, que ça serve à quelque chose quand même. Alors voilà, j'en parlais, merci d'être là Elisabeth Marc. Donc vous êtes déléguée du Premier ministre chargé des médias et de la connectivité. Avec vous, nous allons évoquer la stratégie du pays en matière d'IA. Je rappelle que selon le Statec, le marché du travail luxembourgeois serait largement exposé à l'intelligence artificielle. 90% des travailleurs pourraient voir leurs activités évoluer avec son développement et quelques 14%, ça on en reparlera avec vous Geneviève, pourraient tout simplement voir leur emploi automatisé. Alors dans ce contexte, pourquoi, Elisabeth, un État doit-il investir dans l'IA en 2026 ? Tout d'abord, pas besoin de mettre de cravate, même si je suis sûre que l'IA nous permettra de faire des trucs très chouettes de cette émission. Pourquoi avons-nous besoin ? Je pense que c'est un constat, l'IA, elle est là. Elle est en train de transformer plein de choses, la façon dont nous communiquons, même la façon dont nous mangeons, dont nous nous déplaçons.
Donc, c'est un constat qu'on a pu faire, elle est là. Elle a aussi beaucoup évolué par rapport à la dernière stratégie donc, qui date de 2019, notamment due à l'émergence de l'intelligence artificielle générative, donc qui a vraiment eu beaucoup d'impact. Donc la question qu'on doit se poser en tant que pays, c'est comment est-ce qu'on accompagne au mieux cette transition? Parce que c'est une transition qui est en cours et si on ne veut pas rester derrière, il faut faire quelque chose parce que sinon, les pays autour de nous, l'économie en tant que telle, elle va évoluer. Donc, pour nous, c'était clair qu'il faut un cadre. Et donc, on a essayé de se mettre ensemble avec les autres ministres en charge. Donc, une fois aussi des données, donc Mme Aubertin, et aussi du quantum, donc le ministre de l'économie, M. Delles, pour aussi se dire, on essaye d'aborder les 3 sujets ensemble parce qu'on a besoin de données pour l'IA et c'est grâce à l'IA qu'on peut aussi tirer des choses des données. Donc, c'est clair que tout va ensemble. Et on s'est dit, on se donne une stratégie pour 2030 pour accélérer aussi la souveraineté digitale, parce que ça aussi, on va parler certainement. Alors, c'est quoi la souveraineté digitale? C'est le fait d'avoir la maîtrise au plus, parce que ce ne sera pas faisable à 100%, mais des outils que nous utilisons, des données qui nous appartiennent pour faire en sorte que les données sont aussi stockées au Luxembourg, que l'IA elle est entraînée sur nos serveurs. Donc, c'est tout ce genre de questions qu'il faut se poser. Et c'est pour ça qu'on a mis ensemble la stratégie et on s'est dit, on va faire 30 actions pour définir 30 actions pour, au fil des années prochaines, nous familiariser avec l'IA. On a aussi pris le choix de définir quelques domaines parce que pour le Luxembourg, c'est clair qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on a essayé de se dire quels sont les domaines dans lesquels on a une expertise, par exemple la finance, la santé, dans lesquels on peut développer aussi des projets phares. Et les projets phares, c'est justement l'idée d'utiliser l'IA, de comprendre à l'utiliser et justement aussi pour un peu éviter cette peur. Parce que ça, c'est clair, si on sait comment utiliser l'IA, on l'utilise d'une meilleure façon, aussi d'une façon plus énergétique, ou en tout cas plus... qui est mieux pour l'environnement parce qu'on utilise moins d'énergie. Et donc, dans certains domaines, on veut vraiment aussi que les gens ils savent comment utiliser. Donc, par exemple, juste pour vous donner un exemple, il y a un projet phare qui concerne donc, l'intelligence artificielle au sein de l'administration publique. Donc, l'idée, c'est de créer un chatbot aussi pour pouvoir permettre aux gens de se renseigner sur les lois luxembourgeoises, éventuellement aussi sur la jurisprudence, qui aide aussi les agents de l'administration à écrire des textes législatifs parce que il faut que l'IA nous serve à quelque chose et il faut aussi qu'on profite d'abolir un peu les tâches redondantes et les tâches un peu moins intéressantes pour nous permettre de nous concentrer sur les tâches un peu plus intellectuelles, par exemple. Et donc ça, c'est un des projets qu'on est en train de développer. C'est un bon exemple. C'est vrai que le multilinguisme est une des caractéristiques du pays. Et c'est vrai que là, l'IA peut être vraiment utile. Mais je prends aussi l'exemple de la place financière, enfin en tout cas de l'activité économique du pays qui est dominée par la finance. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un dilemme là, à la fois investir dans l'IA en tant qu'État, mais aussi peut-être aussi protéger les entreprises? Je pense on doit aussi aider les entreprises à investir dans l'IA. Ça, c'est un point qui est très important parce que également les entreprises, elles n'ont pas de choix et elles vont être... elles seront en concurrence avec des entreprises étrangères. Donc, à un moment donné, elles vont aussi perdre en avancée si elles ne s'y mettent pas. Donc, pour nous, l'idée, c'est un peu d'être un role model, en quelque sorte, de dire, OK, on investit dans l'IA et aussi au bénéfice des entreprises. Il y a aussi, par exemple, un des projets qui fait partie de la stratégie, c'est le Deep Tech Lab. C'est en fait un peu de ramener ensemble, d'une part, la recherche et d'autre part, les entreprises, parce qu'il faut aussi, et ça, parfois, on a peut-être du mal au Luxembourg, de faire de bonnes idées aussi, des business cases. Donc, vraiment essayer aussi de donner aux entreprises les opportunités pour tester des choses. La même chose vaut pour les sandbox réglementaires. Donc, la stratégie, elle a aussi plein d'éléments pour accompagner les entreprises. Parce que je pense, on ne fait pas concurrence ici aux entreprises, mais on doit faire de notre côté
les investissements pour permettre à tous les citoyens de pouvoir en bénéficier, mais aussi à toutes les entreprises pour pouvoir se lancer dans des projets IA. Alors, je profite de votre présence, Fatih Amroun, parce que vous êtes un peu dedans, dehors, puisque vous êtes à la fois extérieur, vous êtes chercheur et enseignant, et vous avez été, ingénieur et enseignant, mais vous avez été aussi partie prenante dans le département IA de Lux Innovation jusqu'à récemment. Alors, quel regard vous portez justement sur cette stratégie nationale ? Alors, je trouve qu'effectivement, il y a une vraie volonté du gouvernement à offrir les outils, les capabilities, les financements nécessaires aux entreprises pour effectivement la transition AI. Donc ça, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Il y a presque abondance de biens. Le vrai challenge que je perçois, moi, en tant quand je discute avec les entreprises, c'est qu'en fait, il y a des choses, il y a plein de choses disponibles, mais en même temps, l'entreprise, et il n'y a pas une entreprise, il y a différents profils, on pourra discuter des différents types de profils, mais elles ne savent pas forcément ce qu'elles veulent, en fait. Elles savent qu'elles doivent faire quelque chose, mais elles ne savent pas exactement par où commencer. Du coup, elles se retrouvent devant cet arsenal de mesures, d'options, de capacités, mais par quoi je commence ? Help. Bon, on en parlera un peu plus tard des entreprises. Je voulais juste votre point de vue sur l'action du gouvernement. J'aimerais quand même avec vous, Madame Margue, aborder aussi la dimension éthique. Voilà, Romain en a parlé. À quoi se fier, les deepfakes. Alors, comment on lutte en tant qu'État ? Comment on lutte contre ça ? Je pense qu'on a besoin d'un cadre. Le cadre, il est là au niveau européen. Nous avons l'AI Act qui a comme objectif de réglementer un certain nombre de cas d'usage d'IA et qui justement adopte une approche basée sur les risques. Donc, les cas d'usage qui sont plus problématiques d'un niveau droits fondamentaux sont ou bien interdits ou bien réglementés. Donc, ils sont sous la supervision d'un régulateur. Donc, ce cadre est très important et c'est bien aussi qu'on l'ait réussi à définir ce cadre au niveau européen pour justement faire en sorte qu'il y a 27 régimes similaires, sinon identiques, concernant la façon de réglementer l'IA. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est une chose. Et après, c'est peut-être plus en ma qualité de ministre de la Justice, il faut évidemment adapter aussi le code pénal aux évolutions technologiques, sachant que l'objectif, c'est quand même toujours de se dire on veut des règles qui sont technologiquement neutres, parce que sinon, on court toujours derrière la technologie et on doit adapter tous les 2 ans nos règles. Mais on se rend compte que notamment toutes ces questions de violence digitale ne sont pas tout à fait... les phénomènes qui surgissent dans le cadre de la violence digitale ne sont pas retranscrits en tant que tels dans le code pénal. Donc, on va faire un projet de loi pour remédier à ça. Okay. Justement aussi par rapport au deepfake, vous savez que on a l'AI, mais qu'il y a toujours les discussions qui continuent dans le cadre des omnibus. Le Luxembourg a également supporté une proposition qui vise justement aussi à réglementer cette question des deepfakes et des AI, des intelligences artificielles qui sont manipulées pour créer des contenus tels que ceux que vous avez fait mention avec Grok AI, pour justement aussi réglementer cette partie-là, parce qu'elle faisait un peu défaut. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, contraindre toutes les entreprises qui proposent de l'IA, de fabrication de vidéos, à inclure une signature qui pourrait être détectée par un État en cas de litige ? Il y a certainement aussi des obligations de transparence pour dire, OK, cette image-là, elle est générée par l'intelligence artificielle, mais en revenant à ces contenus qui ont été fabriqués, donc grâce à Grok AI, il faut quand même se rendre compte que nonobstant le fait que ce soit créé par l'intelligence artificielle, le fait de créer ces images est punissable. Donc, ça aussi, bien que ce soit grâce à l'IA, que l'IA rend... C'est l'intention de les avoir créés. C'est voilà. ça. Donc ça, on pourrait être poursuivi pour ça. C'est ça. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que même s'il y a plein d'opportunités, avec l'intelligence artificielle, les règles qui sont là, elles sont toujours applicables et peu importe
comment on a fabriqué ces images. D'accord, merci. Alors, avant de laisser la parole à Caroline, je vous propose d'écouter ces quelques impressions de résidents recueillies dans les rues de Luxembourgville. Est-ce que l'intelligence artificielle, ça vous fait peur ou ça vous excite ? Forcément un peu des deux. Ça m'excite dans le sens où je vois que ça peut quand même amener de très bonnes choses, notamment dans le domaine de la santé ou d'autres milieux, mais effectivement quand c'est utilisé à des fins un peu plus malicieuses, ça fait peur. Honnêtement, j'ai un peu peur que parfois ça nous dépasse, parce que je pense qu'on n'a pas vraiment conscience des dangers de l'intelligence artificielle, d'autant plus que ça se développe vraiment. Vous l'utilisez, vous, l'IA ? Oui, beaucoup. Dans votre métier ? Oui, pas dans mon métier, mais dans la vie quotidienne. Ouais. Je travaille dans le marketing au Luxembourg et on l'utilise quotidiennement, parce que oui, c'est vrai qu'on ne peut pas... Maintenant, c'est une réalité, on travaille avec l'intelligence artificielle, mais on l'utilise sous contrôle quand même. Ma femme l'utilise vraiment pour tout. Pour faire des plans de vie, pour vraiment tout et n'importe quoi. Et est-ce que vous avez l'impression qu'à terme, ça peut entraîner des réductions d'effectifs ? Dans certains métiers, je pense que oui. Par exemple, les développeurs dans le web et des choses comme ça, parce que l'intelligence artificielle, maintenant, on peut faire énormément de choses, de codage, etc. Donc je pense que oui, certains métiers. Ça va trop vite pour les gens, non ? Et les jeunes, ils n'apprennent plus rien. Ils regardent ça et ils savent tout. Je vois que vous êtes un jeune parent. Est-ce que vous avez peur pour l'éducation de votre enfant ? Comme j'ai dit, ça fait la vie plus simple et aussi un peu plus, je ne vais pas dire paresseux, mais c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours voir que les enfants, ils apprennent à réfléchir ou débrouiller par eux-mêmes. Par eux-mêmes, voilà. Eh oui, alors pour notre cher community manager, la bataille contre l'IA n'a pas débuté hier. Vous connaissiez Buffy contre les vampires, laissez-moi vous présenter Caro contre les bots. Caroline Deplagne, c'est mieux que quiconque. C'est mieux que quiconque, Internet abrite une flopée de réalités alternatives. Pas évident lorsqu'on doit relayer les infos d'un média officiel comme RTL. Pas vrai, Caroline ? Écoute, on va voir ça. Alors moi, pour ce sujet, je voulais prendre mon point de vue professionnel et personnel en tant que social media manager, mais aussi en tant que personne qui a grandi avec l'émergence d'Internet. J'ai commencé à avoir le droit d'aller sur Internet, je pense, vers mes 11 ans. L'accès était très limité. Il y a 3 ans à peu près, ça. Quand même pas. Et je me souviens que les adultes disaient toujours de faire attention à ce qu'il y avait écrit sur Internet et surtout de ne pas tout croire. Donc j'ai grandi avec cette vigilance un peu naturelle en tête, et le fait que l'IA soit plus présente ces dernières années sur les réseaux sociaux, ça change pas grand-chose pour moi par rapport à ce que je vais croire ou ne pas croire. Je parle de ça parce que quand je parle avec des générations plus âgées, entre gros guillemets, il en ressort souvent la même chose. Ce sont elles qui croient tout ce qu'elles voient sur les réseaux, alors que ce sont aussi elles qui disaient il y a 15 ans de ne pas tout croire. Et donc je dis ça parce que je pense que cette question de l'IA, menace ou opportunité, elle est perçue très différemment selon les générations. Les générations Z et Alpha, donc plutôt jeunes, les voient plutôt comme des opportunités, je dirais. Un moyen d'évoluer plus vite, d'automatiser des choses redondantes, comme vous disiez, Madame la Ministre, afin de pouvoir se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, comme dans mon domaine, la stratégie ou la créativité. Par contre, les générations X et Y voient l'IA souvent plus comme une menace. Cette différence de perception, elle vient souvent du rapport à la technologie. Les jeunes ont grandi avec la technologie et l'intègrent naturellement dans leur quotidien, tandis que les autres doivent s'adapter à un changement rapide, parfois perçu comme une perte de repère ou de contrôle. Pour revenir à mon métier, si on sait l'utiliser, et cela passe par de nombreux tests, des échecs. Mais si on sait se servir de l'intelligence artificielle, je pense que ça peut être une réelle aide supplémentaire non négligeable. Les réseaux sociaux, ce sont des millions d'utilisateurs, des millions de données. Les algorithmes d'IA analysent les comportements des utilisateurs pour proposer du contenu plus ciblé. Elles détectent des tendances. S'il fallait tout analyser à la main, et dans ce sens-là, je veux dire un humain, dans le sens propre, on perdrait du temps et puis on n'exploiterait pas l'humain pour ses compétences d'humain, en fait. Dans ces compétences-là, je vois par exemple l'authenticité qu'on n'a pas dans une IA. En tout cas, c'est pas la même. Pour l'instant. Dans notre quotidien professionnel, nous utilisons beaucoup l'IA car elle nous permet d'aller plus vite et d'être plus efficace, tout en gardant un rôle de validation et de réflexion humaine. Mais c'est vrai qu'en parallèle, elle représente aussi une menace.
Surtout les vidéos générées par l'IA sont aujourd'hui de plus en plus réalistes, au point qu'il devient parfois très difficile de distinguer le vrai du faux. C'est une problématique à laquelle nous faisons face tous les jours en tant que département des réseaux sociaux d'un média national. Avant qu'un contenu ne devienne viral. Viral, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quand quelque chose est vu par plein de gens en même temps, très très rapidement. Nous devons systématiquement effectuer des vérifications. C'est un peu comme les journalistes, analyser la source, regrouper les informations, vérifier l'authenticité des images ou des vidéos. Sans ce travail-là, le risque est de relayer des contenus trompeurs qui peuvent se diffuser très rapidement. Donc au fond, l'IA, c'est quand même une aide énorme qui, moi, personnellement, ne me fait pas peur. Et je pense que même si elle remplace l'humain dans certains métiers, je suis convaincue que de nouveaux métiers se développent en parallèle, certains qu'on ne connaît pas encore. On voit déjà apparaître des nouveaux rôles comme des prompt designers, ce sont ceux qui créent les prompts pour alimenter les IA. Les prompts. Prompt. Prompt, vous m'éclairez? Ce sont 55 ans, prompt, je sais pas. C'est les textes en fait, c'est les textes. Ah oui, les textes, bah, dites-moi les textes, alors ça va bien aussi, un texte. Non, je plaisante. C'est bien, Exactement, je suis toujours ravi d'apprendre un mot. Et voilà. En direct dans une émission où je ne savais pas. Je parlais de génération, on voit bien la différence. Oui, on voit bien, merci de me le rappeler. Donc, je pense que le véritable enjeu sera donc moins de résister à l'IA avec le temps, mais d'apprendre à travailler avec elle intelligemment, en gardant une dimension humaine, si on y arrive. Merci Caroline. Morgane, vous êtes dans le camp des jeunes. Vous écrivez vos chroniques avec l'IA. Ah, ça c'est un mystère qu'on va résoudre après. On le saura un peu plus tard. Bon, j'espère qu'il y a un peu de vous quand même dans la chronique. Toujours un peu d'âme dedans. Bon, on patiente. Alors je me tourne désormais vers vous, Fateh Amroun. Donc vous êtes ingénieur, je le disais en début d'émission, et vous avez la particularité d'être aux frontières de plusieurs mondes, celui de l'enseignement et celui de l'entrepreneuriat. Parce que vous êtes professeur adjoint à HEC Liège pour les étudiants en IA, mais vous avez été par ailleurs directeur de le AI Factory Lead, département de l'Agence publique d'innovation Lux Innovation, on en parlait un petit peu plus tôt, et vous avez donc accompagné des entreprises, vous nous avez déjà donné un petit aperçu. Vous êtes également en train d'écrire un livre sur la question, c'est ça? Oui. J'ai des infos. Ouais. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez envoyé un message dans lequel vous évoquiez le vide d'utilité. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ah là là, oui. Donc je travaille sur un livre avec un anthropologiste, Dr Abdou Gnaba, et on essaie de réfléchir ensemble sur l'impact à moyen long terme en fait. On parle beaucoup effectivement de la perte de l'emploi, le risque sur l'emploi, mais à un moment donné effectivement il y a aussi le risque de l'utilité. C'est parce que effectivement beaucoup d'emplois sont à risque. Et si les entreprises atteignent leur objectif qui est d'atteindre la productivité maximum grâce à l'IA, on pourrait avoir des substituts, on pourrait avoir des revenus minimaux, etc. Mais l'homme, que fera-t-il s'il n'a plus rien à faire, en fait? Et même s'il peut subvenir à ses besoins, parce que le travail, c'est quand même une chose qui est fondamentale dans la construction de soi. Donc, bon, je ne vais pas vous plomber l'émission avec... Heureusement, on a Morgane pour nous faire rire. Exactement. Non, mais c'est juste... Il faut aussi réfléchir à... et là, c'est le message aux entreprises et au gouvernement qui poussent vers une marche forcée vers la productivité. Et là, il y a uniquement un focus sur la productivité. Qu'est-ce qu'il y arrive si on atteint cet objectif, en fait? Ouais. Alors, vous avez été donc... actif dans Lux Innovation. Oui. Il y a d'autres organismes qui réfléchissent. Il y a l'AIA Factory, le Digital Luxembourg. Alors, comment se concertent tous ces organismes et quelle est leur mission en fait? Alors, on a la chance au Luxembourg d'avoir une pléthore d'organisations, d'entités qui aident les entreprises dans leur adoption de l'IA. Donc, Lux Innovation et plus particulièrement l'IA Factory, c'est une initiative conjointe européenne et nationale. C'est autour d'un supercomputer qui est à construire, qui est en cours de construction, offrir un catalogue de services pour aider toutes les entreprises dans leur transition AI, quel que soit leur niveau de maturité. Donc, c'est vraiment une aide incroyable que le Luxembourg offre. Et l'AI Factory, en fait, ce n'est pas une vraie entité au sens propre du terme, c'est un projet, c'est une agrégation de
plein d'organisations officielles et aussi qui se rattachent. Il y en a 12 au total. Il y a l'université, il y a le LIS, LuxProvide, il y a les ministères qui sont très impliqués. Et on travaille tous ensemble. Alors Caroline parlait de fossé générationnel. Vous qui avez des contacts à la fois avec des jeunes dans le cadre de l'enseignement et des entrepreneurs, vous le constatez aussi ? Alors il y a le fossé de typologie d'entreprise, moi je vois, très clairement évidemment. Moi je ne dirais pas qu'il y a fossé générationnel puisque je fais partie. Ça ne se voit pas, contrairement à moi visiblement. Il y a juste en aparté, en fait, c'est aussi propre à l'Europe. Il faut savoir qu'il y a dans certains pays, l'IA est vraiment vue de façon très très positive. En Chine, en Inde, elle a des taux de positivité énormes par rapport à des pays comme la France ou l'Allemagne. Donc, ça veut dire qu'on a trop de Romains, nous. Réactionnaire en Europe. On réfléchit trop. Exactement. Donc il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect traditionnel et effectivement, peut-être effectivement l'aspect générationnel, effectivement qu'on a fait quelque chose pendant très très longtemps. Et c'est humain, en fait. On a peur de ce que l'on ne maîtrise pas. Et effectivement, le type d'entreprise influe beaucoup aussi sur l'appétit de l'IA. Alors comment vous expliquez que ces gens qui voient l'IA de façon positive avant le reste ne se posent pas des questions éthiques quand même, parce qu'il y en a beaucoup, Romain les a énoncées. Il y en a en fait. Il y a beaucoup de gens qui après avoir bien travaillé sur l'IA, se disent à l'IA, en fait, il faut faire attention, il faut mettre des mesures de protection. Par exemple, les équipes d'Anthropic, Amazon, ils ont engagé un philosophe récemment. Ils veulent mettre de l'éthique à l'intérieur des systèmes. Vous me rassurez, mon fils vient d'entamer des études de philosophie. Je me dis, qu'est-ce qu'il va devenir ? Voilà, il est retravaillé chez Amazon. Philosophe, c'est un des métiers qui va avoir le vent en poupe, effectivement. Vous me rassurez. Dans le futur, en fait. Et il y a l'IA Act. L'IA Act est une mesure phare et importante. Il y a des groupes d'éthique qui se forment un peu partout dans chaque pays. Il y a, moi par exemple, qui ai aidé à construire des IA, je prône des IA éthiques, je prône l'éducation, comme beaucoup de gens. Éthique, ça revient beaucoup dans votre stratégie gouvernementale ? Oui, vu qu'on essaye de donner un cadre, c'est justement l'objectif pour faire en sorte qu'elle est utilisée de façon raisonnable. Mais je pense qu'il y a une chose aussi qui est claire, et on dit souvent, toutes les entreprises de la tech sont américaines ou chinoises, mais elles ne sont pas européennes. Et un des objectifs, c'est aussi de faire développer l'intelligence artificielle au niveau européen selon nos valeurs à nous. Oui. Donc ça aussi, c'est un des objectifs de se dire en tant qu'Union européenne, via par exemple des projets comme l'AI Factory ou au niveau étatique au Luxembourg, d'investir dans l'IA pour justement avoir la maîtrise sur la façon dont elle est implémentée, sur aussi la qualité des données pour faire en sorte qu'il n'y a pas de billets. Donc tout ce genre de choses, c'est aussi nous qui devons un peu prendre les choses en main. Okay. Est-ce qu'il y a des entreprises luxembourgeoises dans l'IA qui commencent à être connues et reconnues à l'international ? Je pense qu'il y a des entreprises qui sont établies au Luxembourg. Elles ne sont peut-être pas luxembourgeoises, mais justement, on a pris le choix de travailler avec Mistral AI, qui est une entreprise française, justement aussi avec ces considérations de se dire on veut faire un partenariat avec une entreprise européenne pour justement développer le chatbot dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu aussi ça les idées de se dire en tant qu'Européens, il faut un peu se soutenir les uns les autres pour vraiment faire en sorte aussi donner des chances, parce que c'est une petite entreprise, mais de donner des chances aussi pour avoir des modèles qui peuvent être exportés aussi peut-être par la suite.
Merci. Bon, je pense qu'on a assez angoissé nos auditeurs comme ça. C'est beaucoup de votre faute, hein, Romain. J'assume. Je vous propose d'ouvrir la page Sourire et on est ravis d'accueillir Morgane de Rire dans ce studio from Thionville, from Thiontown. The place to be. Donc Morgane, vous venez de Thionville et chez les Hecke Französisch, comme on dit ici. Et si j'ai bien compris, vous pratiquez ce que vous appelez l'humour gothique. Donc on va rire, mais jaune avec de l'humour noir, hein, c'est ça ? J'ai tenté de tempérer quand même. Bon. Hein. De toute façon, c'est vous qui choisissez la couleur. Cosmopolis est un espace de liberté. Profitez-en. Merci. Alors, Lia est née il y a environ 80 ans. Mais elle a fait une entrée fracassante dans notre quotidien depuis 3 années. Et depuis, c'est la foire à l'information standardisée. Conforteur d'avis et d'encouragement constant, l'intelligence artificielle est une bien meilleure partenaire de vie que son ou sa conjointe. Eh ouais, jamais mon mari ne m'a dit que j'étais avant-gardiste et créative quand je lui ai intimé l'ordre de retaper toute la cuisine en un week-end. Quel manque cruel d'ambition de sa part, je vous l'accorde. Avec l'IA, que vous soyez un sombre raciste ou une personne profondément spirituelle, vous serez toujours, aux yeux de vos interlocuteurs virtuels, une personne profondément intéressante et pertinente. Ce qui me change profondément des discussions avec ma mère, pour qui je ne suis qu'une douce rêveuse et un être profondément illogique. Bah oui, excuse-moi maman d'aimer le master trempé dans du matcha. ChatGPT, lui, trouve que c'est une idée 4 étoiles et il me propose même 18 variantes en quelques secondes. Et grâce à l'IA, on a tous fini de ramer 10 ans en psychanalyse pour se déconstruire. J'ai compris, en moins de 2 semaines, que le problème, ce n'était jamais moi, mais toujours vous. Eh ouais, ChatGPT me donne le courage et l'audace de Dylan Thierry pour tenir tête et affronter toutes les personnes les plus cultivées de mon entourage. Finalement, que connaissent-elles ? Elles n'ont qu'un doctorat, là où moi, je possède l'approbation du monde dans mon téléphone. Mais l'IA fait peur aussi. Eh oui, elle fait peur à monsieur et à madame tout le monde, qui voient en elle une menace pour l'humanité. Une espèce de remake de Robocop en HD 4K. Alors qu'honnêtement, Kim Jong-un et Donald Trump sont toujours vivants. Je pense que vous vous trompez d'ennemi. L'argument numéro uno de monsieur Schmitt, c'est la peur que l'IA nous dépasse, tant sur le plan intellectuel que sur le plan relationnel. Alors, rassurez-vous tout de suite. Ce qu'on appelle intelligence ne l'est pas réellement. J'entends par là qu'elle est incapable d'apprendre seule. Un peu comme mon petit cousin. Enfin, lui est quand même capable de reconnaître le feutre rose au goût, et ça reste un talent inégalable. Nous devons donc apporter nos connaissances à l'IA afin qu'elle puisse recouper et synthétiser des idées. Et du coup, je trouve que ça dédramatise grandement, non ? Bah si. Rappelez-vous, au collège, on nous apprend depuis toujours que multiplier un nombre négatif par un nombre positif nous donne un résultat négatif. Alors forcément, la somme des intelligences humaines sera, et ce pour toujours, négative. Il faut avouer que nous ne faisons pas d'un gros effort collectif pour élever le niveau. Nous avons trop peu d'Aurélien Barraud et beaucoup trop de Maïva Guénam sur cette planète. Le déséquilibre est conséquent. En plus, même si je ne suis pas certaine qu'Aurélien Barraud sollicite ChatGPT, là où je suis certaine que Maïva, si. Dis ChatGPT, est-ce que la guerre c'est dangereux, wesh ? Rappelons-nous quand même, avec émotion, qu'en 2016, l'IA de Microsoft, appelée Tai, est devenue raciste en moins de 8 heures d'existence et d'échange avec les humains, allant jusqu'à nier l'existence de l'Holocauste. Même la famille Le Pen avait attendu un délai plus raisonnable. Pas beaucoup plus longtemps. Pas beaucoup plus longtemps, non. Alors pour conclure ce sujet humoristique sur l'IA, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, que d'après Alexander Pope, Errar humanum est, en d'autres mots, l'erreur est humaine, et comme l'IA est une création humaine, par conséquent, elle est à notre image, bourrée de défauts et de vices. Enfin, à notre image. À votre image. Puisqu'il faut toujours des exceptions à la règle, considérez que je suis celle-ci. En tout cas, merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet, et surtout merci à ChatGPT de m'avoir écrit cette chronique parce que j'étais en retard. J'en étais sûr. Bon, on est d'accord que Morgane, elle n'est pas prête d'être remplacée par l'IA. Hein. J'espère bien. Vous nous avez bien bluffé. Hein. C'est gentil, merci. Et merci ChatGPT, au passage. Alors,
Elle n'est pas prête d'être remplacée par l'IA, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. C'est pourquoi nous avons convié dans ce studio Geneviève Villette de la Chambre des salariés. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une vraie chambre, mais d'un endroit avec des bureaux, et que si on a envie de dormir, on fait comme à RTL, on se planque. Alors pour l'instant, à la Chambre des salariés, comme dans les banques luxembourgeoises, on a encore du travail. Mais pour combien de temps ? Geneviève, vous avez décortiqué pour nous plusieurs études sur les risques du développement de l'IA sur l'emploi, notamment la dernière étude de la Banque centrale européenne. Et aussi un rapport de l'OCDE sur les conséquences observées et attendues. Alors, quels enseignements vous tirez de tout ça et en particulier, évidemment, pour le Luxembourg, où on le sait, la place financière est très concernée. Oui, en effet. En fait, je pense qu'il est très, très important de faire la différence entre ce qui est observé et ce qu'on anticipe. Donc, on l'a entendu dans l'émission, ce qu'on anticipe, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Par contre, dans ce qui est observé, on peut quand même émettre une petite note positive parce que la Banque centrale européenne a fait une étude l'année passée et qui a montré en fait qu'il n'y avait pas de différence significative entre les entreprises qui utilisaient l'IA et celles qui n'utilisaient pas l'IA concernant les embauches ou les suppressions d'emplois. Donc il n'y a pas de suppression massive. Alors peut-être qu'on peut préciser que c'est une étude qui a été faite dans le temps réel en 2025, Exactement. C'est ça ? C'est pas de la prospective. Tout à fait. Et donc, en fait, ce que cette étude nous montre, en réalité, c'est que les entreprises qui utilisent fréquemment l'IA ou qui investissent dans l'IA, d'ailleurs, elles sont peu nombreuses, en fait, les entreprises qui investissent. Elles sont moins d'un quart pour le moment en Europe. Donc, il y a aussi une grande différence entre l'utilisation d'outils comme les chats et l'investissement qu'une entreprise peut faire. Un investissement d'entreprise, c'est quoi, par exemple ? C'est du stock de données, Oui, c'est développer une gestion algorithmique en utilisant l'IA. C'est une sorte d'assistant qu'on va retrouver dans des entreprises. Donc j'en reviens au fait que ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui utilisent fréquemment l'IA et qui investissent dans l'IA, pour le moment, elles embauchent. Elles ont plutôt une tendance à embaucher, peut-être pour la mise en œuvre de cette IA, justement. Et ça, c'est plutôt positif. Par contre, ce qu'il faut vraiment voir, c'est la motivation des entreprises à développer l'IA. Parce qu'en fait, on voit qu'elles embauchent quand leur motivation est bien d'améliorer leur recherche et développement, l'innovation. Mais par contre, si elles ont un objectif de réduction des coûts de main-d'œuvre, là, il y a un effet négatif sur les embauches et un effet positif sur les licenciements. Donc ça, c'est pour la situation actuelle. Mais pour la situation future, en effet, il y a énormément d'inquiétudes et elles sont bien documentées maintenant. On a l'OCDE qui a fait un très très bon rapport sur les inquiétudes des travailleurs, des salariés. Et on voit par exemple que dans le secteur financier, on est à 1 salarié sur 5 qui a peur, qui anticipe des pertes d'emploi, qui a peur pour son emploi. Donc ça, c'est quand même important. Pour le marché du travail, c'est conséquent. Il n'y a pas que pour la création ou la perte d'emploi, il y a aussi comment l'IA va transformer le travail et le salaire. Le salaire, parce que ça rejoint aussi la dimension psychologique que Faté évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire aussi peut-être la perte de la sensation d'utilité. Ça, est-ce que vous avez déjà des retours à la Chambre des salariés sur cette perception des salariés du Luxembourg ? Alors, pas particulièrement du Luxembourg, parce qu'en fait, on a une étude que vous connaissez peut-être, une enquête qui s'appelle Quality of Work, qui justement est en train à développer un questionnaire sur l'IA et elle est en cours pour le moment, donc les premiers résultats vont arriver en novembre. Par contre, c'est vrai, au niveau européen, on a identifié plusieurs catégories de risques et la perte d'autonomie, la perte d'expertise est un gros risque pour les salariés et ça, en fait, ça implique énormément ça génère beaucoup de questions quant à la responsabilité du salarié dans son travail. Ça implique des problèmes de valorisation parce que quand on n'est pas d'accord avec la machine et qu'on donne raison à la machine, mais comment peut le vivre le salarié, on en revient à 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout à fait.
Est-ce qu'on peut se faire éliminer, on peut se faire virer par l'IA sans passer par le patron? C'est un risque, mais voilà. Oui, donc il y a des vrais risques, vous appelez ça psychosociaux de santé, on peut carrément dire que ça relève de ça, non? Oui, tout à fait. Après, il y a le risque sur le bien-être au travail des salariés, mais il y a aussi tout le risque réglementaire, juridique, parce qu'ici, on a parlé en fait du cadre législatif en général pour monsieur tout le monde, mais en réalité, pour le monde du travail, il y a de grosses lacunes qui ont été identifiées parce que on sait que les entreprises pourraient collecter des données sur les travailleurs, comment elles vont l'utiliser, parce qu'on voit que les salariés sont presque la moitié des travailleurs, des salariés dans le secteur financier disent que l'entreprise collecte, ils pensent que l'entreprise collecte des données sur eux, sur leur travail, et une majorité ne veut pas que ce soit utilisé dans le cadre de licenciements éventuels. Donc il y a vraiment de grosses inquiétudes de ce qui est fait au niveau de l'entreprise et aussi de la responsabilité. Par exemple, dans les chaînes de sous-traitance, qu'est-ce qui se passe si un sous-traitant a utilisé l'IA pour un service ou un autre, comment les responsabilités vont être partagées. Est-ce que vous attendez quelque chose de l'État pour rassurer, pour encadrer? Parce que est-ce que c'est suffisamment développé dans la stratégie énoncée par la ministre aujourd'hui? On en a un tout petit peu parlé, mais je pense qu'il y a vraiment un effort à faire sur l'anticipation pour justement anticiper les suppressions d'emplois, parce qu'on sait qu'il y a des tâches, par exemple des tâches administratives basiques, il y a vraiment des métiers qui sont très très exposés en fait, par exemple les services de soutien administratif, le secrétariat, les services clients, les services comptables, donc le traitement de factures. Donc on sait qu'il y a des métiers qui sont plus à risque. Donc le tout maintenant, c'est anticiper pour éviter les pertes d'emploi et garder des salariés qualifiés. Et parce qu'aussi, un gros risque de l'IA, c'est la polarisation du marché du travail. C'est se retrouver avec des travailleurs très, très qualifiés qui sont dans la conception et des salariés où on leur demande des tâches opérationnelles basiques. Exactement. Et voilà, ça augmenterait la fragmentation du marché de l'emploi qui est déjà là-bas. Fatel, pardon, je vous laisse réagir d'abord, Elisabeth. Non, juste pour dire quand même, l'AI découvre quand même aussi certaines hypothèses qui peuvent surgir dans les relations de travail et qui sont interdites. Et par exemple, si un employeur veut déployer un système d'IA à haut risque, il doit en parler à la représentation du personnel et je pense même les règles qui s'appliquent pour tout ce qui est surveillance éventuelle, elles sont toujours applicables, peu importe, c'est un peu comme le code pénal, si c'est fait grâce à l'IA ou non. Et je pense que, évidemment, on a l'IA qui couvre déjà un certain nombre d'hypothèses après, et je pense qu'on a eu également des échanges avec les syndicats, justement, pour voir aussi un peu est-ce que tout est bien complet ou pas. Et je voudrais juste réagir aussi pour le marché de l'emploi. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Un, comprendre déjà les compétences des gens sur le marché de travail au Luxembourg. Et l'ADEME, elle a lancé également un projet, parmi les projets phares donc, de la stratégie, c'est justement de collecter en fait les données sur les compétences parce qu'on ne sait pas toujours ce que les gens qui sont au marché de travail au Luxembourg savent et ce qu'elles ne savent pas faire. Le deuxième point qui est important, c'est les formations pour aussi guider les gens vers d'autres formations pour faire en sorte que justement ils se sentent à l'aise et ils se sentent bien préparés pour peut-être changer de job ou pour aussi travailler avec l'intelligence artificielle. Faté, elle est à la hauteur, la stratégie du Luxembourg? Évidemment. Question piège. Question piège. Non, en fait, l'éducation, pour moi, c'est la question la plus fondamentale et c'est ce qui va faire en sorte qu'on réussit ou on ne réussit pas, en fait. Presque plus que, par exemple, développer un supercomputer, etc. Mais il y a effectivement les gens ont peur et en fait vous avez parlé de la création de futurs jobs, etc. Le challenge que l'on a actuellement, c'est que
les jobs à risque sont très visibles. On sait exactement ceux qui sont à risque. Et on sait aussi, il y en a quelques-uns qui sont en demande, mais en volume, ils ne sont pas suffisants. Et on s'attend à ce qu'il y a des nouveaux jobs, mais malheureusement, on ne sait pas trop s'ils vont arriver, quels seront-ils et s'ils vont arriver en volume. Et là, il y a un effort, et ce n'est pas uniquement au gouvernement de faire cet effort, c'est aux individus, aux entreprises. En fait, c'est vraiment à 3 niveaux. L'individu, l'entreprise et le gouvernement qui collaborer pour essayer de trouver des solutions. Parce que c'est complexe. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques années si on n'est pas remplacé. En tout cas, voilà, nous arrivons au terme de cette émission. On espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu sur la réalité de l'impact de l'IA. Madame la ministre, c'est quoi votre prochain chantier là, dans les mois qui viennent? C'est IA ou il y a d'autres grands chantiers? Vu que j'ai aussi un autre ressort, celui de la cyberviolence, c'est le prochain projet de loi qu'on va déposer. D'accord, on suivra ça. Faté, à quoi faut-il s'attendre avec ce livre que vous êtes en train d'écrire avec Abdou Gnaba, qui fera aussi l'objet d'un portrait sur RTL Info bientôt. Et il paraîtra quand ce livre? Il faut que j'en parle avec Abdou. Mais l'idée, en fait, c'est justement faire un constat. En fait, c'est en 3 actes, le livre. D'abord, un constat de effectivement, la puissance et du mouvement massif qu'est l'IA et les technologies en général. Et ensuite, on essaie de proposer des réponses à la fois individuelles et sociétales, en fait. Donc, c'est vraiment des pistes de réflexion sur lesquelles peuvent s'appuyer les dirigeants, les politiques, les citoyens pour faire en sorte que on passe du côté positif de l'IA. Donc, vous enverrez un exemplaire à Elisabeth. Plaisir. Geneviève, c'est quoi le grand combat de la Chambre des salariés pour cette année 2026? Il y a d'autres sujets que l'IA quand même. Ouais. Oui, il y en a beaucoup, je pense. Oui, bon, il y a pas mal de choses, c'est vrai, en cours, notamment on s'inquiète de l'augmentation du chômage. Voilà, on pense aux discussions aussi actuelles. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux, mais le marché du travail... Mais ça va, le Luxembourg, c'est un pays où on communique bien, je crois. En tout cas, je vous dis ça en tant que Français. Morgane, peut-être des dates à annoncer? Oui, alors j'ai un spectacle qui s'appelle Morgane va au-delà, où on traite de sujets qui ne parlent pas à l'IA, tels que affronter le décès d'un proche, la maladie, tout ce genre d'épreuves avec lesquelles j'ai envie de faire rire les gens, parce que c'est des choses qui ne bougeront pas, qui seront toujours là jusqu'à la nuit des temps. Donc autant qu'on se marre. Donc je fais la tournée des comédie clubs sur Bruxelles, Paris, Strasbourg, et je vais jouer à Lyon, là, mon spectacle, assez prochainement. Ah, félicitations. Merci beaucoup. Caroline, Romain, qu'est-ce qu'il faut suivre sur RTL Info là, ces prochains temps? Je commence? Ouais. Alors déjà, t'as failli m'appeler Carole, c'est Caroline. Non, c'est parce que je vais très vite. Non, mais cette émission, en fait, elle est à retrouver sur nos réseaux sociaux RTL Info et sur notre site rtlinfo.lu. Donc j'espère que vous irez voir, parce que sinon je devrais payer des IA pour me faire des vues. Eh oui, nous, il faut qu'on fasse des clics. Romain, vous travaillez sur quoi, vous? Je travaille sur la mine d'or d'hydrogène en Moselle. Je m'intéresse à la mine d'or d'hydrogène en Moselle. Et il se trouve que le Luxembourg aussi pourrait être impacté et pourrait peut-être profiter de cette mine d'or. Donc, je suis en train de me renseigner là-dessus. Eh ben, peut-être qu'on fera même une émission Cosmopoly là-dessus. Ça pourrait être intéressant. On va tous carburer à l'hydrogène bientôt. En tout cas, ça pourrait être une révolution. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode de Cosmopoly consacré à la langue française au Luxembourg. Ça va chauffer. La langue des arrogants. Merci encore. À bientôt. Et à bientôt pour un prochain Cosmopoly. Bye. Merci. Cosmopoly. 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 Cosmopoly.